Ranzarana Evsanan, CEO et cofondateur de Foodmark. J'ai commencé mon parcours avec mon bac, bien sûr. Je l'ai eu au lycée La Clairefontaine, après avoir changé 3 fois de lycée en 3 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Vatel Madagascar, où j'ai appris le management de l'hôtellerie et du tourisme. Et j'ai enchaîné ensuite sur diverses expériences professionnelles à Madagascar, mais aussi à l'étranger. Et les gens nous ont connus surtout avec le projet L'Atelier, le restaurant que nous avons ouvert en 2016. Et maintenant, depuis 2018, nous sommes traiteurs sur différentes gammes et nous officions un peu à Tana et notamment dans les provinces. Foodmark est un projet qui a maintenant 1 an. Nous l'avons démarré avant le Covid. Enfin, nous avons parlé de Foodmark avant le Covid avec nos associés. Nous sommes 2 associés. C'était un projet comme ça. On s'est dit, il y avait un appel d'offres, 1200 personnes. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Donc, c'était surtout un projet pour les cantines d'entreprise. Donc, on a mis de côté le projet comme tout marchait bien. Puis le Covid est arrivé en mars et ça a tout chamboulé. Nous avions fait des pertes dans nos entreprises respectives. Et le Covid a accéléré en fait la création de Foodmark. Il y a eu une demande de cantines de crise pendant le confinement. Donc nous avons répondu à cette demande et Foodmark s'est créé en juillet 2020. Nous avons commencé, nous étions 2 ou 3, excusez-moi, nous étions 3. Donc nous avions beaucoup de difficultés pour trouver des clients, pour percer sur le marché. Donc nous arrivions avec des idéaux, vendre des plats à 5000 arrières pour 1500 personnes, un business plan bien ficelé. Mais en fait, c'était pas du tout. Enfin, on était complètement à côté de la plaque. Il fallait qu'on reprenne en compte l'enjeu, la position qu'on avait sur le marché, et voilà, il fallait qu'on soit en accord avec notre temps et ce qui se passait justement à Madagascar, c'est-à-dire le Covid, etc. Donc, pendant 6 mois. Nous n'avions qu'un seul client, soit un client qui faisait 60 couverts. Donc c'était très très difficile, mais nous avons maintenant réussi à passer cette étape. Ce premier client nous a sollicité, voilà, parce que nous étions traiteurs en fait, et nous sommes toujours traiteurs dans les événements privés, etc. Donc ils nous ont sollicité pour assurer la cantine d'un hôpital qui était à l'époque privatisé par l'OMS. Donc nous avons assuré cette première cantine-là. Et de par là, nous avons utilisé cette carte de visite pour enchaîner sur d'autres cantines, pour essayer de vendre notre produit chez d'autres cantines. De là à maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on a adopté une stratégie en fait. On a compressé nos marges, on a fait une communication, on a vendu des plats presque au coup de revient. Parce que pour nous, le plus important à l'époque, c'est que les gens goûtent ce que nous faisons, qu'ils essayent notre prestation. Donc à l'époque, on compressait nos marges, on a lancé une offre limitée qui était de 2500 arrières pour un plateau.
Et ça a fait un tollé, ça a fait un buzz, mais ça nous a permis sur LinkedIn et partout sur les réseaux sociaux, les concurrents, des restaurateurs étaient étonnés comment on pouvait sortir un plat à 2500 riyals. Mais en fait, nous, le plus important à ce moment-là, c'était de ne pas faire, c'était pas de faire du profit, c'était d'avoir des clients d'abord. Et donc, on a eu cette démarche et nous avons eu nos premiers clients. Et petit à petit, nous avons réajusté notre modèle économique pour pouvoir vivre et survivre. Voilà. Comment nous avons eu notre plus gros client? Il y a eu un appel d'offres en janvier 2021 sur la cantine d'une entreprise de call center le soir. Donc nous nous sommes présentés. Bon, avant ça, nous avons fait de porte à porte. Hein. On est déjà passé chez ce call center là, mais bon, ils nous ont pas rappelé tout de suite. 2 mois après, il y a eu l'appel d'offres. Donc on a évalué. Il y avait 150 couverts à faire la nuit. Donc on a estimé, on a estimé ce que ça allait représenter pour nous. On n'allait pas gagner grand-chose, mais on s'est dit, c'est notre premier call center, donc il faut qu'on fonce. Notre objectif, c'est d'abord avoir ce marché-là. Une fois qu'on aura ce marché, on va essayer d'avoir le marché du jour. C'est-à-dire, le jour, il y avait à peu près 600 à 700 couverts. Donc voilà notre deuxième objectif. Mi-janvier à mi-février, nous avons passé les tests. Donc on était trois prestataires. De par la performance et les moyens qu'on avait mis, on était encore en phase de test, mais on a acheté tout le matériel. Donc c'était un gros risque. On a acheté tout le matériel pour le call center alors qu'on n'était même pas sûr de l'avoir. Mais nous, on avait besoin, on avait cette nécessité de montrer aux clients que nous étions prêts. Nous étions prêts. Donc que nous avons mis les moyens et que nous étions prêts à délivrer la prestation. Donc nous avons été sélectionnés dans cette première étape et ensuite, au fur et à mesure, nous avons amélioré les plateaux que nous avons servis à la cantine et le client nous a sollicité en juin de faire une phase test sur le jour, ce qui s'est très bien passé. Nous avons fait le jour 600 couverts à 700 couverts et maintenant, depuis un mois, nous faisons le jour et la nuit, c'est-à-dire à peu près 800 à 900 couverts chez notre client. Donc c'est vraiment un concours de combattants, mais la persévérance et la constance aussi, voire l'amélioration permanente de notre prestation nous a permis d'arriver à voir ces 800-900 personnes-là. Nous avons fait du porte-à-porte, nous avons fait la publicité, beaucoup sur LinkedIn et beaucoup sur Facebook, Instagram. Bon, LinkedIn a eu le plus d'impact pour nous, même si en termes de vues, on n'en avait pas beaucoup. Mais en termes de résultats, sur nos 5 contrats, les 3 contrats, nous les avons eus via LinkedIn, via une approche LinkedIn. Donc voilà, LinkedIn était un très très bon outil pour nous. Mais sans cette stratégie-là, je ne pense pas qu'on serait là où on est maintenant. C'est-à-dire une compression vraiment des marges, un prix très attractif. Il ne faut pas que le prix soit le seul critère en fait, pour choisir un prestataire, mais bon, c'est quand même la première chose que les clients regardent. Donc, une fois que le prix est bas, ça a retenu l'attention du client et là, on présente enfin le produit. Il se dit, ah, c'est trop beau pour être vrai. On passe des essais, 1 mois, 2 mois, c'est validé. Donc, là où on est maintenant, c'est grâce à cette stratégie, je pense.
Être entrepreneur, en fait, ça doit aller au-delà. Ça doit aller au-delà de l'argent. L'argent, c'est le dernier des soucis. Être entrepreneur, c'est d'abord entretenir des valeurs humaines, des relations humaines, mais aussi créer de l'impact. Ça doit passer avant le profit, la création de l'impact. Donc nous, à partir du moment où on s'est dit, on ne perd pas de l'argent, on gagne un peu pour payer les employés. Par contre, ça nous permettra de nous faire connaître et de créer de l'impact positif au sein de nos clients qui vont parler autour d'eux. Ça, c'est plus important pour nous et ça n'a pas de prix. Donc, pour vous dire, je viens de toucher mon premier salaire de Foodmark en 1 an. Donc, j'ai fait du bénévolat depuis la création de Foodmark jusqu'à maintenant. Je vis des économies faites avant la crise. Et voilà, c'est difficile, mais il y a des sacrifices à faire. Donc, tous ceux qui pensent faire de l'entrepreneuriat, tout d'abord, pour se faire de l'argent, ils font fausse route. Vous faites de l'entrepreneuriat pour résoudre un problème, pour créer de l'impact. Quand vous apportez une solution, vous créez de l'impact. Il faut que vous créez de l'impact sur vos collaborateurs et aussi sur les clients avec qui vous voulez travailler. Et là, je vous assure que vous pouvez réussir. J'ai tenu 1 an sans salaire parce que j'avais aussi d'autres activités qui me rémunéraient quand même si ça ne rémunérait pas autant, mais ça nous permettait quand même de vivre. Et donc pendant 1 an, sur l'activité Foodmark, je n'ai pas été rémunéré. Par contre, il y avait quand même un minimum d'avantages. Bon, comme on fait à manger, donc je mange, l'entreprise me donne à manger. Donc ça nous enlève déjà beaucoup de charges. Je ne pense pas que sur tous les secteurs, on pourrait faire la même chose. Mais bon, en tout cas, le SACAF est déjà compris et pris en charge par l'entreprise. Donc j'avais d'autres activités, notamment dans l'élevage et aussi rentière, immobilière. Donc j'ai des locaux à louer, ce qui m'a permis quand même de vivre. Mais aussi, et c'est le plus important, c'est d'avoir un compagnon, quelqu'un qui vous soutient. Bon, moi, par exemple, j'ai une femme qui me soutient, qui travaille, qui a son salaire et qui m'a soutenu, qui m'a toujours soutenu du début jusque maintenant. Donc, pendant 1 an, elle nous a aidés aussi à surmonter cette épreuve. Mais bon, elle a épousé aussi, par exemple, notre philosophie et nos objectifs. Elle croyait en nos projets, que ça allait rapporter ses fruits dans 1 an et demi ou 2 ans. Et voilà, donc ça nous a permis en tout cas de tenir cette année sabbatique de mon portefeuille. Ne pas pouvoir commencer un projet parce que nous manquons de fonds, de trésorerie, de fonds de démarrage est un mythe pour moi. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de fonds de démarrage nécessaire, c'est que vous n'êtes pas sur le bon projet. C'est-à-dire, je m'explique, il faut commencer vraiment au tout début. J'illustrerai avec les compétitions de football, je dirais. Vous allez commencer le pôle Puktan, vous n'aurez pas besoin vraiment de fonds de démarrage, mais vous avez besoin de la compétence. La compétence, ça, c'est vous qui le travaillez. Maintenant, vous avez des formations assez gratuites sur Internet, ou bien vous pouvez vous former vous-même, pas forcément aller à l'école, mais vous avez des formations accessibles. Donc, vous commencez par le pôle Puktan d'abord, vous performez, ensuite vous montez en division. Avec les compétences et les fonds que vous avez, vous allez acheter des godasses, vous allez acheter des chaussettes, vous commencez le foot en 3e, 2e,
et vous arrivez en première division, vous améliorez votre régime alimentaire et tout ce qui va avec. Donc, et de là, arrivé en première division, vous pourrez enfin prétendre pour le grand projet que vous avez, c'est-à-dire la Champions League par exemple ou la Coupe du Monde. Parce que souvent, les jeunes ont tendance à trop idéaliser, à viser trop haut tout de suite. C'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien d'avoir un grand objectif, mais il faut commencer étape par étape, pas à pas, et vraiment commencer par rapport où est-ce que vous pouvez commencer par rapport à vos moyens. Nous, par exemple, on a tout refait en 2018, c'est-à-dire on avait arrêté le restaurant, j'avais 800 000 arrières en compte en banque. Donc pour dire que on n'avait pas directement les fonds nécessaires pour faire une grosse cantine telle que nous faisons maintenant. Donc on a commencé à 800 000 arrières. Maintenant on a investi, je dirais, plus de 300 millions d'arrières, 400 millions d'arrières dans notre entreprise. Nous n'étions pas prêts à l'époque pour affronter un tel marché. Donc on a commencé avec les 800 000 arrières. On a surtout mis en avant nos compétences. On faisait payer les clients pour tout et n'importe quoi, je veux dire. Pour le matériel, on faisait payer le client. Pour les ingrédients, on faisait payer le client. Donc finalement, nous, ce qu'on avait comme fonds de commerce, c'était les compétences. Donc les compétences, c'était notre fonds de commerce. Et c'est le fonds de commerce que vous pouvez enrichir tous les jours. Et quand vous avez un fonds de commerce, moi-même demain, si j'ai plus l'entreprise, demain, je pourrais, avec 0 arrière, faire de la consultance. Parce que finalement, ça nécessite aucun numéraire. Je pourrais faire de la consultance, je pourrais aider une personne qui a des sous à développer une cantine. Ça, par exemple, c'est un business model avec 0 arrière. J'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire j'ai perdu mes parents très tôt, c'est-à-dire à 20 ans, j'avais plus de père, plus de mère. Maintenant, j'en ai 27. Et donc moi, je dis, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc ce parcours personnel-là m'a appris à être résilient en fait. Donc à chaque fois que j'ai des problèmes, j'essaie de trouver des solutions, des opportunités. Donc le Covid notamment a été très dur pour nous. D'exemple, nous avons perdu des millions et des millions, enfin un manque à gagner de millions et des millions entre mars et avril 2020, juste à cause du Covid. Mais toutes les difficultés endurées sur les expériences précédentes nous a amené à être plus résilients sur les situations de crise. Donc nous nous adaptons en permanence sur le marché et dans ce monde, parce que le monde est très incertain. Donc nous nous adaptons au fur et à mesure comment le monde évolue. Alors, les pertes, je ne dirais pas que ce sont des pertes, c'est des manques à gagner. Oui, on avait quand même un peu de trésorerie. Ça, c'est très important d'avoir quand même un peu de trésorerie de réserve. Donc, on avait un peu de trésorerie pour payer les employés, parce qu'on avait encore quelques collaborateurs pendant la crise. Donc, pendant 2-3 mois, cette trésorerie-là nous a permis en fait de tenir l'entreprise hors de l'eau. Mais ensuite, avec nos études de marché, il a fallu que nos gains compensent en fait toutes ces pertes-là. Il a fallu que nos gains compensent ces pertes. Mais bon, on est passé à autre chose, on n'est pas resté à s'apitoyer de notre sort sur les pertes. Très difficile, très difficile. Nous avions commencé vraiment au
plus bas de l'échelle, je dirais. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, bien sûr, on a eu les études, etc., qui nous a aidés à être un peu plus performants. Mais on a commencé petit à petit, on a commencé avec des petits traiteurs de 10, 20 personnes. Là, je ne parle plus de Food Mark, mais je parle vraiment du parcours personnel. Donc, on a commencé avec des petits traiteurs et là, on s'est amélioré, on s'est raté beaucoup de fois. Et même encore jusque maintenant, on se rate, mais on en apprend de ces ratages. Donc on s'est raté, on en a appris, on a amélioré la prestation et le peu de clients qu'on avait étaient satisfaits. Ils voyaient qu'on était vraiment passionnés, donc ils en ont parlé autour. Ça a commencé à faire un peu plus ça nous a donné un peu plus de notoriété, je dirais. Donc les clients, certaines personnes commençaient à avoir un peu plus confiance en nous. Et on s'est fait petit, on n'a pas prétendu ce qu'on n'était pas. On a promis aux clients qu'on allait faire du mieux avec ce qu'on avait. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit et s'affirme, on améliore la prestation. J'ai eu quand même la chance d'être né au sein d'une famille un peu entrepreneur. Donc on avait quand même des relations cadeaux, on va dire. Donc il fallait qu'on maximise ces relations-là. Donc on a vendu aux amis des parents, à des connaissances, autour de la famille d'abord. Et petit à petit, dans ces événements-là, les gens ont vu nos performances et nous ont rappelé pour d'autres événements et ainsi de suite. Donc on avait commencé nos activités en 2015 et ça fait maintenant 6 ans qu'on est dans la restauration. Le plus dur de notre parcours, souvent, c'est la solitude. Je pense la solitude de l'entrepreneur, ça c'est le plus dur, je pense, dans la vie de tout entrepreneur. Ça sort vraiment hors du cadre du travail, c'est-à-dire parfois vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de trésorerie, vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Donc vous vous sentez vraiment seul et abandonné. Il n'y a pas vraiment de structure sur quoi vous vous reposez. Vous avez les impôts à payer, vous avez tellement de choses à gérer que vous vous sentez seul. Et ça, je pense, c'est le plus dur dans la vie d'un entrepreneur. Mais l'essentiel, c'est de bien s'entourer. La famille est très importante. Ne pas laisser la vie de famille au profit de la vie d'entreprise. Il faut trouver un équilibre. Pour moi, le plus dur, c'était ça, c'était la solitude. Donc heureusement que j'avais une famille sur quoi me reposer, mais aussi d'autres clubs auxquels j'en fais partie qui m'ont fait grandir sur comment aborder cette solitude-là. Trouver le bon associé, c'est très très difficile parce qu'on s'est associé on a eu d'autres partenaires sur d'autres affaires. Et quand vous n'avez pas un associé qui comprend votre métier, ça risque de vous pénaliser. C'est-à-dire, il faut que vous ayez un associé qui a la même vision que vous. C'est-à-dire, si notre associé n'avait pas la même vision que moi, s'il avait une vision très capitaliste, il ne me laisserait jamais pendant 6 mois ou 1 an ne pas chercher de l'argent, ne pas chercher du profit, mais chercher des clients. Le mauvais associé, c'est celui qui pense direct toujours et constamment au profit. Mais il vous faut un associé qui épouse la philosophie de l'entreprise, mais aussi qui épouse vos valeurs
et qui fait passer d'abord la satisfaction ou l'impact que vous avez auprès des clients avant de penser au profit. Nous essayons de percer sur le marché en apportant toujours la meilleure qualité possible, en tout cas avec les moyens que nous avons. Donc ça va vraiment dans les détails, les choix de produits, les choix de fournisseurs, les profils des collaborateurs avec qui nous allons travailler. Tout cet ensemble-là va faire de Foodmark. Donc nous apportons beaucoup d'attention à ces petites particularités-là. Comme tout le monde sait faire du Naxos Raftout, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde sait faire du Naxos Tsaramas ou un Canarit. Mais voilà, le choix de produit ne sera pas le même, le service client ne sera pas le même, les collaborateurs, la performance des collaborateurs ne seront pas les mêmes. Donc tout ça va faire la différence auprès du client. L'entrepreneur, il doit vendre, il doit savoir vendre. C'est le premier vendeur dans l'entreprise. Mais l'entrepreneur, c'est celui qui va aussi aider l'équipe à s'adapter en permanence. L'entrepreneur doit être flexible sur son monde, sur le monde dans lequel il évolue. Il faut qu'il soit flexible, comme un caméléon, quoi, comme un requin dans la politique, il faut qu'il s'adapte à son monde. Et l'adaptation est quelque chose de très important. Vous avez vu, nous avons tous vu que, par exemple, Nokia n'a pas su s'adapter par rapport au marché. Maintenant, Nokia n'existe plus. Donc, il faut en permanence s'adapter. C'est pas que vous cartonnez aujourd'hui, que vous allez cartonner demain. Donc l'adaptation de l'entrepreneur, c'est très important. Les choses que j'aurais évitées, ça aurait été les collaborateurs, mais aussi les associés qui n'épousent pas mes valeurs, qui ne sont pas compatibles avec mes valeurs et mes objectifs. Mais c'est une bonne chose de les avoir rencontrés parce qu'ils ont aussi façonné notre vision de l'entreprise. Où est-ce qu'on va investir au tout début? Il faut qu'ils investissent en eux d'abord. Leur performance personnelle, c'est-à-dire les formations. Il faut ne pas hésiter à se former, améliorer, avoir plus de skills. On en a parlé tout à l'heure. C'est le plus important d'abord. Quand vous avez les skills, et bien sûr, les skills que vous ne pouvez pas avoir, vous allez les trouver chez vos collaborateurs. Et quand vous avez les compétences, le matériel peut venir après, les gens vont vous financer, etc. Donc, le plus important, c'est d'avoir les compétences d'abord. Une des difficultés auxquelles j'ai dû faire face, c'est de passer d'une gastronomie, d'une certaine gamme de produits, à la cantine qui est vraiment de la cuisine assez populaire, la cuisine de tous les jours. Il y a un gros décalage sur les prix de vente. On passe par exemple d'une moyenne sur nos traiteurs d'avant à 50 000 arrières par personne, maintenant à 4 000, 5 000 arrières. Donc maintenant, ça nous a appris à travailler sur la rigueur. On a beaucoup travaillé sur la rigueur, on a fait des sacrifices, mais finalement c'est ça, être entrepreneur, c'est s'adapter en fonction de son marché. Il faut être flexible et travailler de nouvelles compétences dans la rigueur. Maintenant, on est aux 50 arrières près, 100 arrières près.
Parce que 100 rials fois 1400 repas par jour, croyez-moi que ça en fait beaucoup. Mon mindset à moi, c'est vraiment le pragmatisme. J'essaie d'être le plus pragmatique possible, c'est-à-dire je mets de côté les émotions et je mets de côté les émotions et je me base énormément sur les faits. Alors le bon moment, je pense, n'existe pas. Si vous avez une compétence, le moment parfait n'existe pas. Vous pouvez commencer. Commencez, parce que si vous attendez le bon moment pour savoir une chose ou un truc, vous ne commencerez jamais. Donc si vous estimez que vous avez les compétences pour commencer quelque chose, commencez. Ensuite, vous allez, au fur et à mesure des expériences, mais aussi des formations que vous allez avoir, enrichir ces compétences-là pour développer les activités ou développer ce que vous faites. Le meilleur moyen pour avoir des clients, je vous disais tout à l'heure, c'est d'être créateur d'impact. Il faut que les clients se sentent, il faut qu'ils ressentent un besoin d'être avec vous. Voilà. C'est-à-dire, on donne le maximum qu'on peut pour l'offre qu'on propose. Mais demain, si nous augmentons de prix, le client il va payer. Pourquoi? Parce qu'il se dit que nous le valons. Les conseils que je donnerai, c'est créer de l'impact. Créer de l'impact. Est-ce que vous résolvez un problème ou bien est-ce que vous avez créé un problème pour apporter une solution? Là, oui, vous allez entreprendre. Donc, l'entrepreneur doit être créateur d'impact. Il doit aussi s'adapter en permanence. Mais l'un des plus importants, c'est de faire équipe. Ne pas oublier de faire équipe avec les collaborateurs parce que 4 cerveaux valent plus qu'un. Donc, essayez de vous conjuguer avec vos collaborateurs. Bon, si vous êtes seul, parlez-en autour de vous. Essayez de jauger ce que les autres personnes en pensent. Bien sûr, il y aura des gens pessimistes, il y aura des gens trop optimistes, mais vous avez aussi bien besoin des pessimistes que des optimistes pour avoir un équilibre. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.